Vous est-il déjà arrivé de tenir si fort à quelque chose que vos mains, à force de serrer, en ont oublié comment caresser? De vouloir si intensément retenir une personne que, sans vous en rendre compte, vous avez cessé de simplement l'aimer pour ne plus faire que la poursuivre. Je voudrais que nous prenions le temps, vous et moi, pendant ces quelques heures, de nous asseoir avec cette question. Pas pour y répondre tout de suite, simplement pour la laisser exister entre nous, comme on laisse une fenêtre ouverte un soir d'été sans savoir encore quel air va entrer. Le thème qui va nous accompagner aujourd'hui tient en une phrase, et cette phrase, je vous l'avoue, m'habite depuis longtemps. Quand tu cesses de forcer, la bonne personne revient toujours. C'est une phrase douce et un peu déroutante à la fois. Douce parce qu'elle promet une forme de repos. Déroutante parce qu'elle va à l'encontre de presque tout ce qu'on nous a appris. On nous a appris à insister, à nous battre, à ne rien lâcher, à mériter l'amour par l'effort, à courir derrière ce qui s'éloigne. Et voilà qu'une petite voix vient nous murmurer le contraire. Et si la manière la plus sûre d'éloigner ce que tu désires, c'était précisément de le poursuivre trop fort? Je sais à quel point ces mots peuvent toucher un endroit sensible. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a, quelque part dans votre vie, une porte à laquelle vous frappez depuis trop longtemps, une relation que vous essayez de sauver à bout de bras, un lien qui se défait et que vous tentez de recoudre avec une énergie qui vous épuise. Ou bien, plus simplement, cette fatigue diffuse de toujours devoir convaincre les autres de rester. Si c'est le cas, je voudrais d'abord vous dire ceci, très calmement. Vous n'êtes pas en train de mal faire. Vous aimez et vous avez peur de perdre. C'est profondément humain. Il n'y a aucune honte à avoir serré trop fort. Nous avons tous, un jour, confondu l'intensité de notre besoin avec la profondeur de notre amour. Pourquoi est-ce important d'en parler? Parce que cette façon de forcer ne concerne pas seulement nos histoires de cœur. Elle traverse toute notre existence. Nous forçons pour être aimés, mais aussi pour être reconnus, pour être choisis, pour avoir raison, pour que la vie ressemble enfin à l'image que nous en avions. Et chaque fois que nous forçons, quelque chose en nous se contracte. Le corps se tend, le souffle se raccourcit, l'esprit se met à tourner en boucle. Nous croyons agir alors qu'en réalité nous nous épuisons sur place, comme quelqu'un qui pédale de toutes ses forces sur un vélo dont la chaîne a sauté. Apprendre à cesser de forcer, ce n'est pas apprendre à abandonner, c'est apprendre à vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix et, paradoxalement, plus de présence aux autres. Alors je vous propose un voyage, un long moment ensemble sans précipitation. Nous allons regarder ce qui nous pousse à forcer, d'où vient cette peur de perdre, ce qu'elle dit de notre histoire. Nous allons comprendre pourquoi le contrôle qui semble nous protéger est souvent ce qui nous fait fuir ce que nous voulons retenir. Et surtout, nous allons explorer ensemble ce que signifie, concrètement, dans une vie ordinaire, le fait de relâcher. Pas tout lâcher d'un coup, non. Desserrer, doucement, un doigt après l'autre. Installez-vous confortablement, respirez un peu plus lentement que d'habitude. Et marchons. Commençons par regarder en face ce mot forcer. Que se passe-t-il vraiment en nous quand nous forçons? J'aime imaginer cela comme une main fermée. Imaginez que vous teniez dans le creux de votre paume un peu de sable fin. Si vous ouvrez la main, le sable repose, tranquille. Mais si vous serrez le poing, persuadé que c'est ainsi que vous le garderez, le sable s'échappe entre vos doigts. Plus vous serrez, plus vous en perdez. C'est exactement ce qui se produit avec les êtres et avec la vie. La crispation, qui devait être une protection, devient la cause même de la perte. Pourquoi serrons-nous le poing alors? Parce que la peur nous le commande. Quand nous avons peur de perdre, notre première réaction n'est pas de faire confiance. Notre première réaction est de contrôler. Et le contrôle, dans une relation,
prend 1000 visages discrets. C'est appeler une fois de trop, c'est analyser chaque mot, chaque silence, chaque temps de réponse. C'est se rendre indispensable jusqu'à l'effacement de soi. C'est offrir, donner, anticiper les besoins de l'autre avant même qu'il les exprime, non pas par pure générosité, mais avec, tout au fond, cet espoir secret. Si je fais tout cela, il ne pourra pas partir. Nous appelons cela aimer. Mais une part de nous, si nous sommes nets, sait bien qu'il s'agit aussi d'une stratégie pour ne pas souffrir. Je pense à une personne que j'appellerais Claire, un prénom que j'invente pour préserver l'intimité de tous ceux qui se reconnaîtront. Claire venait me voir parce que, disait-elle, toutes ses relations finissaient par la fuir. Au début, tout était merveilleux. Elle était attentive, dévouée, présente. Puis, peu à peu, l'autre prenait ses distances et Claire ne comprenait pas. Pourtant, je donne tout, me répétait-elle, les larmes au bord des yeux. Et c'était vrai, elle donnait tout. Mais en donnant tout, elle ne laissait plus à l'autre aucun espace pour donner à son tour. Elle ne laissait plus de vide. Et un lien sans vide, sans respiration, sans manque, devient vite une pièce sans fenêtre. On y étouffe. Ce que Claire vivait comme un amour immense, l'autre le ressentait, sans toujours pouvoir le nommer, comme une pression, une attente, un poids. Ce que je voudrais vous faire entendre ici, c'est qu'il n'y avait pas de méchanceté chez Claire, il y avait une blessure. Quelque part dans son histoire, elle avait appris que l'amour ne venait jamais gratuitement, qu'il fallait le gagner, le mériter, le sécuriser sans cesse. Alors devenue adulte, elle continuait à payer pour un amour qu'on aurait pourtant pu lui offrir librement. Et c'est souvent là que se trouve la racine de notre tendance à forcer. Dans une vieille croyance, installée bien avant que nous ayons les mots pour la décrire, selon laquelle nous ne sommes pas, en nous-mêmes, suffisamment dignes d'être aimés. Si je ne suis pas assez, alors il faut que je compense, que j'en fasse plus, que je retienne, puisque je doute qu'on choisisse de rester. Prenez un instant là où vous êtes, pour vous demander avec beaucoup de douceur, et moi, qu'est-ce que je crois, tout au fond, sur ma propre valeur dans le regard des autres? Est-ce que je crois vraiment que je peux être aimé pour ce que je suis et non seulement pour ce que je fais? Ne cherchez pas à répondre vite. Cette question mérite qu'on la porte un moment, comme on porte une petite lumière dans une pièce qu'on n'a pas visitée depuis longtemps. Il faut que nous parlions maintenant de cette peur de perdre, car c'est elle, le moteur silencieux de tout cela. La peur de perdre est l'une des plus anciennes de notre espèce. Nous sommes des êtres de lien. Pendant des centaines de milliers d'années, être seul signifiait être en danger. Notre cerveau a donc gardé cette mémoire ancienne, le lien, c'est la survie. Voilà pourquoi une rupture, une distance, un éloignement peuvent réveiller en nous une détresse qui semble totalement disproportionnée par rapport à la situation. Ce n'est pas vous qui exagérez, c'est une partie très ancienne de vous qui croit sincèrement qu'elle joue sa survie. Et quand cette partie ancienne prend les commandes, elle ne réfléchit pas, elle s'agrippe, elle force, elle fait tout ce qui, autrefois, permettait de ne pas être abandonné. Comprendre cela change déjà beaucoup de choses, je crois. Car au lieu de vous juger, pourquoi suis-je si dépendant? Pourquoi est-ce que je m'accroche ainsi? Vous pouvez commencer à vous regarder avec compassion. Cette part de vous qui force, elle ne cherche pas à vous nuire. Elle cherche à vous protéger d'une douleur qu'elle croit insupportable. Elle a juste de très vieilles méthodes. Et notre travail, le travail d'une vie peut-être, c'est de lui apprendre, tout doucement, que nous ne sommes plus l'enfant sans défense d'autrefois, que nous pouvons survivre à une perte, que nous pouvons même un jour en sortir plus vivants. Avant d'aller plus loin, je voudrais marquer une toute petite pause. Si ce que nous explorons ensemble résonne en vous, si quelque chose s'est déjà un peu apaisé ou éclairé pendant ces minutes, je vous invite à laisser un like
et à vous abonner, simplement pour que nous puissions continuer à cheminer ensemble au fil des épisodes. Ce n'est rien, un geste de quelques secondes, mais il permet à ces réflexions de trouver le chemin d'autres cœurs qui en ont peut-être besoin ce soir. Et maintenant, reprenons tranquillement. Je voudrais que nous distinguions deux choses qu'on confond presque toujours, l'effort et le forçage. Car en m'entendant parler de cesser de forcer, certains d'entre vous pensent peut-être « Mais alors, faut-il ne plus rien faire ? Faut-il devenir passif, attendre, ne plus s'engager ?» Pas du tout. L'effort et le forçage ne sont pas la même chose. L'effort, c'est l'énergie que je mets au service de ce qui est juste, en accord avec moi-même. Le forçage, c'est l'énergie que je dépense pour faire entrer le réel dans un moule où il refuse d'entrer. L'effort respecte le rythme des choses. Le forçage le combat. L'effort, c'est arroser une plante chaque jour. Le forçage, c'est tirer sur ses feuilles pour la faire pousser plus vite. Le jardinier, justement, m'inspire souvent. Un bon jardinier travaille beaucoup. Il prépare la terre, il sème, il arrose, il protège du gel. Il est tout sauf passif. Mais il y a une chose qu'il ne fait jamais. Il ne tire pas sur la tige pour accélérer la croissance. Il sait que cela tuerait la plante. Il fait sa part, puis il s'efface, et il laisse la vie faire la sienne. Il y a là une sagesse immense. Faire sa part, pleinement, sincèrement, et puis savoir s'arrêter à la frontière de ce qui ne nous appartient pas. Car le cœur d'un autre être ne nous appartient pas. Nous pouvons l'arroser, oui, le réchauffer, lui offrir un sol où grandir, mais nous ne pouvons pas le forcer à fleurir vers nous. Et tout l'art d'aimer, sans se perdre, tient peut-être dans cette acceptation-là. Quand nous forçons une relation, observez ce qui se passe sur le plan le plus concret, presque physique. Nous devenons demandeurs. Et la position du demandeur dans un lien est une position fragile, parce qu'elle inverse subtilement le mouvement naturel du désir. Le désir, chez l'autre, a besoin d'un peu d'espace pour exister. Il a besoin de pouvoir se tourner vers nous, de son propre élan. Si nous remplissons tout l'espace, si nous tendons sans cesse vers l'autre, nous ne lui laissons aucun mouvement à faire. Tout le mouvement, c'est nous qui le faisons. Et un être humain ne désire pas vraiment ce qu'il n'a pas eu, ne serait-ce qu'un instant, à venir chercher lui-même. Ce n'est pas une question de jeu, de stratégie, de manipulation. Loin de moi cette idée. C'est une question de respiration. Une relation, comme un poumon, a besoin d'un mouvement d'aller et de retour. Si l'un des deux retient tout son souffle par peur, l'autre finit par étouffer. Je pense à un autre cas, celui d'un homme que j'appellerais Thomas. Thomas était quelqu'un de profondément aimant, mais il vivait chaque relation dans une vigilance épuisante. Au moindre signe de froideur, il redoublait d'attention. Si l'autre mettait du temps à répondre, il envoyait un second message, puis un troisième, pour s'excuser du premier. Il anticipait les ruptures avant même qu'elles n'existent et, à force de les anticiper, il finissait par les provoquer. C'est une chose troublante que j'ai souvent observée. Nos peurs les plus profondes ont une étrange tendance à se réaliser, non pas parce qu'elles seraient prophétiques, mais parce que notre comportement, dicté par elles, crée les conditions de ce que nous redoutons. Thomas avait si peur d'être quitté qu'il devenait, sans le vouloir, difficile à aimer dans la durée. Le jour où il a commencé à aller mieux, ce n'est pas parce qu'il a appris de nouvelles techniques de séduction. C'est parce qu'il a commencé à se sentir, lui-même, un peu plus en sécurité à l'intérieur de lui. Et cette sécurité intérieure a tout changé. Car voici une vérité que je crois profondément. Nous ne pouvons offrir à l'extérieur que la paix que nous avons commencé à trouver à l'intérieur. Tant que je dépends entièrement du regard de l'autre pour me sentir exister, je serai condamné à forcer, à quémander, à m'inquiéter. Parce que ma valeur, dans cette configuration, est entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est terrifiant
de confier ainsi le sol sur lequel on tient debout à une personne qui peut à tout moment se déplacer. Le chemin que je vous propose n'est donc pas seulement un chemin pour mieux aimer les autres. C'est d'abord un chemin pour retrouver en soi un sol stable, un endroit en nous qui ne dépende plus entièrement de qui reste et de qui s'en va. Permettez-moi ici de glisser